Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Je m'étais mise à ma table pour lui écrire une lettre d'adieu. Je la vis lisant cette lettre, et cette question se posa soudain à moi. Que fera-t-elle ? Était-il possible qu'elle ne fût pas remuée par cette annonce de mon suicide possible ? N'allait-elle pas se précipiter pour l'empêcher ? Oui, elle courrait à ma chambre. Elle me trouverait mort, à moins que je n'attendisse pour me tuer l'effet de cette dernière épreuve. Là, je suis bien sûr d'y voir clair en moi. Je sais que cette espérance naquit exactement ainsi et précisément à ce point de mon projet. Eh bien, me dis-je, essayons. J'arrêtais que si, à minuit, elle n'était pas venue chez moi, je boirais le poison. J'en avais étudié les effets. Je le savais quasi foudroyant. Et j'espérais souffrir très peu de temps. Il est étrange que toute cette journée se soit passée pour moi dans une sérénité singulière. Je dois noter cela encore. J'étais comme allégé d'un poids, comme réellement détaché de moi-même, et mon anxiété ne commença que vers 10 heures, quand, m'étant retiré le premier, j'eus placé la lettre sur la table dans la chambre de la jeune fille. À 10h30, j'entendis par ma porte entr'ouverte le marquis, la marquise et elle qui montaient. Ils s'arrêtèrent pour causer une dernière minute dans les couloirs, puis ce furent les bonsoirs habituels et l'entrée de chacun dans sa chambre. 11h, 11h15, rien encore. Je regardais ma montre posée devant moi auprès des 3 lettres préparées pour Monsieur de Jussat, pour ma mère et pour vous, mon cher maître. Mon cœur battait à me rompre la poitrine, mais la volonté était ferme et froide. J'avais annoncé à mademoiselle de Jussat qu'elle ne me reverrait pas le lendemain. J'étais sûr de ne pas manquer à ma parole si... Je n'osais creuser ce que ce si enveloppait d'espérance. Je regardais marcher l'aiguille des secondes et je faisais un calcul machinal, une multiplication exacte. À 60 secondes par minute, je dois voir l'aiguille tourner encore tant de fois, car à minuit, je me tuerais. Un bruit de pas dans l'escalier, et que je perçus tout furtif, tout léger, avec une émotion suprême, me fit interrompre mon calcul. Ces pas s'approchaient. Ils s'arrêtèrent devant ma porte. Brusquement, cette porte s'ouvrit. Charlotte était devant moi. Je m'étais levé. Nous restâmes ainsi face à face et tous les deux debout. Son visage était décomposé par le saisissement de sa propre action, plus pâle encore, et ses yeux y luisaient d'un éclat extraordinaire. Il semblait noir, tant le point central en était grandi par l'émotion, jusqu'à envahir la prunelle. Je remarquai ce détail parce qu'il transformait toute sa physionomie. D'ordinaire si réservée, presque effacée, cette physionomie respirait l'égarement d'un être dominé par une passion plus forte que sa volonté. Elle avait dû se coucher, puis se relever, car ses cheveux étaient tressés dans une grosse natte au lieu d'être noués derrière sa tête. Une robe de chambre blanche, attachée par une cordelière, se plissait autour de sa taille, et preuve de son trouble affolé, elle avait passé en hâte ses pieds nus dans ses mules sans même s'en rendre compte. Évidemment, une angoisse insoutenable l'avait précipitée de son lit dans ma chambre. Elle ne se souciait ni de ce que je penserais d'elle, ni de ce que je pourrais être tenté de dire. Elle avait cru à ma lettre, et elle arrivait en proie à une exaltation si vive qu'elle ne tremblait pas. Fit-elle d'une voix brisée après ce silence dès la première minute. Dieu soit loué, je ne suis pas arrivé trop tard. Mort, je vous ai cru mort. Ah, c'est horrible. Mais c'est fini, n'est-ce pas ? Dites que vous m'obéirez.
Dites que vous n'attenterez pas à vos jours, jurez, jurez-le-moi. » Elle prit ma main dans les siennes par un geste suppliant. Ses doigts étaient glacés. C'était quelque chose de si décisif que cette entrée, une telle preuve d'amour dans un instant où je me trouvais moi-même si exalté que je ne réfléchis pas. Et sans lui répondre, je me souviens que je la pris dans mes bras en pleurant, que mes lèvres cherchèrent ses lèvres, que je lui donnai à travers ses larmes le plus brûlant, le plus tendre des baisers, le plus sincère, que ce fut une seconde d'extase infinie, de félicité suprême, et aussi qu'elle s'arracha de moi, ayant sur son visage toujours égaré toute la honte de ce qu'elle venait de permettre. « Malheureuse, disait-elle, il faut que je m'en aille. Laissez-moi m'en aller, ne m'approchez plus. »« Vous voyez bien qu'il faut que je meure, lui répondis-je, puisque vous ne m'aimez pas, puisque vous allez être la femme d'un autre, puisque tout nous sépare et pour toujours. » Je pris la fiole noire sur la table, je la lui montrai à la lueur de la lampe. « Le quart seulement de ce flacon, continuai-je, et c'est le remède à tant de souffrances. Dans 5 minutes, ce sera fini. » Et doucement, sans faire un seul geste qui pût la forcer encore à se défendre, « Partez, et merci d'être venu. Avant un quart d'heure, j'aurais cessé de sentir ce que je sens, cette intolérable privation de vous depuis tant de mois. Allons, adieu. Ne m'ôtez pas mon courage. » Elle avait tressailli tout entière quand la flamme avait éclairé la noire liqueur. Elle étendit sa main vers moi, m'arracha le flacon en disant « Non, non !» Elle le regarda, lut la petite inscription sur l'étiquette rouge, et elle trembla. Son visage s'altéra davantage encore. Une ride se creusa entre ses sourcils, ses lèvres palpitèrent, ses yeux exprimèrent l'agonie d'une anxiété dernière, puis d'un accent presque dur, saccadant ses mots comme s'ils lui étaient arrachés par une puissance à la fois torturante et irrésistible. « Moi aussi, dit-elle, j'ai trop souffert, j'ai trop lutté, non !» continua-t-elle en s'avançant vers moi et me prenant le bras. « Pas seule, nous mourrons ensemble. Après ce que j'ai fait, il n'y a plus que cela. » Elle fit le geste de porter la fiole à ses lèvres. Je la lui enlevai, et elle, avec un sourire presque fou, « Mourir, oui, mourir là près de vous, avec vous. » Et elle s'approchait encore, posant sa tête sur mon épaule, si bien que je sentais contre le bas de ma joue la soie fine de ses cheveux. « Ainsi, il y a si longtemps que je vous aime, si longtemps. Je peux bien vous le dire maintenant, puisque je paye ce droit de ma vie. Vous voulez bien me prendre avec vous, nous en aller ensemble tous deux. » « Oui, » lui répondais-je. « Ensemble. Nous mourrons ensemble, je vous le jure, mais pas tout de suite. Ah, laissez-moi le temps de sentir que vous m'aimez. » Nos lèvres s'étaient unies de nouveau, mais cette fois, elle me rendait mes baisers. Je la serrai contre moi. Je la sentis qui défaillait sous cette étreinte. Je l'entraînai jusqu'à mon lit, ainsi enlacée à moi, et elle s'abandonna tout entière. Ah, ce furent de ces baisers où l'extase de l'âme en débordant sur tout le corps donne à la fièvre des sens l'ardeur d'un élan spirituel, où le passé, le présent, l'avenir s'abolissent pour ne plus laisser de place à rien qu'à l'amour, à la douloureuse, à l'enivrante folie de l'amour. Cette frêle vierge, cette vivante statuette de Tanagra était à moi dans son innocence. Elle m'appartenait sans se défendre, avec une passivité d'hypnotisé. Et il me semblait que cette heure, en effet, n'était pas vraie, tant elle dépassait les forces de mon espérance, presque celles de mon désir.
jour adouci que jetait la flamme de la lampe et celle du feu à demi éteint, la délicatesse de ses traits amaigris, sa pâleur consumée, ses cheveux maintenant épars, la faisaient ressembler à une apparition, même dans ce don physique de sa personne qu'elle me livrait comme une sacrifiée. C'est avec une voix de fantôme qu'elle me parlait, me racontant la longue histoire de ses sentiments. Elle disait comme elle s'était éprise presque au premier regard, et sans même s'en douter, puis comment elle avait souffert de mes tristesses et de ma confidence, puis comme elle avait rêvé d'être mon amie, une amie qui me consolerait doucement, puis la lumière affreuse que ma déclaration dans la forêt avait soudain jetée sur son cœur, et qu'elle s'était jurée de mettre un abîme entre nous. Elle me racontait ses luttes quand elle recevait mes lettres, et ses vaines résolutions de ne pas les lire, et ses fiançailles désespérées, afin que tout fût irrémédiable, et son retour et le reste. Elle trouvait pour me révéler le secret roman de sa tendresse, de ces phrases pudiques et passionnées qui tombent du bord mystérieux de l'âme comme les larmes tombent du bord des yeux. Elle disait « Je le pourrais que je ne voudrais rien effacer de ces douleurs tellement j'ai besoin de sentir que j'ai vécu par vous. » Elle disait « Vous me laisserez mourir la première pour que je ne vous voie pas souffrir. » Et elle m'enveloppait de ses cheveux. Et c'était sur ce visage que j'avais connu si maître de lui une extase de martyr, une joie comme surnaturelle, avec un fond de douleur, une exaltation mêlée de remords, quand elle se taisait, serrée à moi, absorbée en moi, nos bouches unies, nos bras liés, nous pouvions entendre le vent qui tournait, mélancolique autour des fenêtres closes, et ce château endormi avec son silence paisible. C'était déjà la tombe, cette tombe vers laquelle nous roulions, entraînés hors de la vie par l'ardeur d'amour qui nous avait ainsi jetés sur le cœur l'un de l'autre. C'est ici, mon cher maître, que se place l'épisode le plus singulier de cette aventure, celui que les hommes appelleraient le plus honteux. Mais de vous à moi, ces mots-là n'ont pas de sens, et j'aurai le courage de tout vous raconter de cette heure. J'avais été sincère, je vous l'ai dit, et sincère sans l'ombre de calcul, dans cette résolution de suicide qui m'avait fait acheter la fiole de noix vomiques puis écrire à Charlotte. Lorsqu'elle était venue, qu'elle était tombée dans mes bras, qu'elle s'était écriée « Mourons ensemble », j'avais répondu « Mourons ensemble », avec la plus entière bonne foi. Il m'avait paru si simple, si naturel, si facile de nous en aller ainsi tous les deux. Vous qui avez écrit en des pages si fortes la vapeur d'illusion soulevée en nous par le désir physique, ce vertige du sexe dont nous sommes pris comme d'un vin, vous ne me jugerez pas monstrueux d'avoir senti cette vapeur se dissiper avec le désir, cette ivresse s'en aller avec la possession. Au milieu de cette nuit de folie, une heure arriva où, lassée de caresses, moi alangui de volupté, elle épuisée d'émotion, nous nous laissâmes aller à nous reposer l'un près de l'autre. Nous nous taisions. Charlotte avait posé sa tête sur ma poitrine. Elle fermait ses yeux, brisée par l'excès des sensations subies. Je me souviens. Je la regardais et je me sentais, sans savoir comment, retomber de mon âme exaltée et frénétique d'avant le bonheur à cette âme réfléchie, philosophique et lucide qui avait été la mienne autrefois et que le sortilège du désir avait métamorphosée. Je regardais Charlotte, et cette idée s'emparait de moi que dans quelques heures, ce corps adorable, animé en ce moment de toutes les ardeurs de la vie, serait immobile, glacé, mort. Morte, cette bouche fine qui frémissait encore de mon baiser. Mort, ces beaux yeux abrités sous leurs tremblantes paupières pour mieux retenir leurs rêves. Morte, cette chair à qui je venais de révéler l'amour. Morte, cette âme à moi, pleine de moi, ivre de moi. Je répétais mentalement à plusieurs reprises cette syllabe, morte, morte.
et ce qu'elle représente de subit écroulement dans la nuit, d'irréparables chutes dans le noir. Le froid, le vide me serra soudain le cœur. Cette entrée dans le gouffre sans fond du néant qui me semblait non pas seulement aisée, mais passionnément désirable, quand la fureur de l'amour malheureux me dominait, tout d'un coup, et cette fureur, une fois apaisée, m'apparut comme la plus redoutable des actions, la plus folle, la plus impossible à exécuter ainsi. Charlotte continuait de fermer ses yeux, ses cheveux toujours défaits. Qu'elle était jeune, fragile, enfantine presque, dans son attitude. Combien à ma merci. L'amincissement de sa pauvre figure, rendu plus visible par la clarté adoucie de la lampe, me disait trop ce qu'elle avait senti depuis des jours. Et j'allais la tuer, ou du moins l'aider à se tuer. Nous allions nous tuer. Un frisson me secoua tout entier à cette pensée, et j'eus peur. Pour elle, pour moi, pour tous les deux, je ne sais pas. J'eus peur. Une peur paralysante et qui glaça mon être le plus secret. Cette âme de mon âme, cet indéfinissable centre de notre énergie. Subitement, par une volte-face d'idées pareille à celle des mourants qui jettent un dernier regard sur leur existence et aperçoivent dans le mirage d'un infini regret les joies connues ou convoitées, la vision s'évoqua de cette vie tout en pensée que j'avais tour à tour tant désirée et tant reniée. Je vous vis dans votre cellule, mon cher maître, en train de méditer, et l'univers de l'intelligence développa de nouveau devant moi la splendeur de ses horizons. Mes travaux personnels, si négligés depuis quelque temps, ce cerveau dont j'avais été si fier, ce moi cultivé si complaisamment, j'allais sacrifier tous ces trésors. À la parole donnée, eussé-je dû répondre, à un caprice d'exaltation, répondis-je. À la rigueur, ce suicide avait une signification tout à l'heure, quand d'être à jamais séparé de Charlotte me bouleversait de désespoir. Mais maintenant, nous nous aimions, nous étions l'un à l'autre. Qui nous empêchait libres et jeunes, tous deux, de fuir ensemble si au lendemain de cette nuit d'ivresse, nous ne pouvions supporter l'absence? Cette hypothèse d'un enlèvement fit surgir dans ma mémoire l'image du comte André. Pourquoi ne pas noter cela aussi? Un chatouillement enivrant d'amour-propre me courut sur tout le cœur à ce souvenir. Je regardai Charlotte de nouveau, et je me sentis cette fois rempli du plus farouche orgueil. La rivalité instituée autrefois par ma secrète envie entre son frère et moi se réveilla dans un sursaut de triomphe. Il y a un proverbe célèbre qui dit que tout animal est triste après la volupté. Omne animal. Ce n'est pas cette tristesse que j'éprouvais alors, mais un dessèchement absolu de ma tendresse, un retour rapide comme l'action d'un précipité chimique, à un état d'âme antérieur. Je ne crois pas que ce déplacement de sensibilité ait demandé plus d'une demi-heure. Je continuais de regarder Charlotte en m'abandonnant à ces paysages d'idées avec le délice d'une liberté reconquise. La plénitude de la vie volontaire et réfléchie affluait en moi maintenant comme l'eau d'une rivière dont on a levé l'écluse. La maladive nostalgie de sa présence avait durant notre séparation dressé une barrière contre laquelle s'était endigué le flot de mes sentiments anciens. Cette barrière supprimée, je redevenais moi et tout entier. Elle, cependant, s'était assoupie peu à peu. J'entendais son souffle égal et léger. Puis brusquement un grand soupir, et elle s'éveilla. « Ah !» me dit-elle en me serrant contre elle d'une façon presque convulsive. « Vous êtes là, vous êtes là. J'avais perdu connaissance. J'ai rêvé. Ah, quel rêve! J'ai vu mon frère qui marchait sur vous. Dieu, l'horrible rêve !» Elle me donna de nouveau un baiser, et comme sa bouche était près de ma bouche, l'heure sonna. Elle écouta le tintement de la pendule,
et compta jusqu'à 4. 4 heures, dit-elle. Il est temps. Adieu, mon amour. Encore adieu. Elle m'embrassa de nouveau. Sa physionomie était redevenue calme, dans son exaltation presque souriante. « Donne-moi le poison », dit-elle d'une voix ferme en me tutoyant pour la première fois. Je restai immobile sans lui répondre. « Tu as peur pour moi ?» reprit-elle. « Va, je saurai mourir. Donne. » Je me levai du lit, toujours sans répondre. Elle s'était mise sur son séant et joignait ses mains sans me regarder. Priait-elle ? Était-ce le dernier effort de cette âme pour arracher d'elle cet amour de la vie qui pousse de si profondes racines dans un être de 20 ans ? Je vous donnerai la mesure de mon sang-froid quand je vous aurai marqué ce détail puéril, mais bien significatif. Je réparai en hâte le désordre de ma toilette en prévision d'éviter le ridicule dans la scène que je savais imminente, car ma résolution d'empêcher ce double suicide était maintenant absolue. J'eus le sang-froid encore de saisir la fiole brune sur la table et de la porter dans une armoire à la clé de laquelle je donnai un tour. Ces préparatifs auxquels elle ne prenait pas garde semblèrent sans doute longs à Charlotte, car elle insista en se tournant vers moi. « Je suis prête, » dit-elle. Elle vit mes mains vides. L'expression extatique de son visage se changea en une angoisse extrême et sa voix devint âpre pour répéter « Le poison! Donnez-moi le poison !» Puis, comme répondant à une pensée qui se présentait tout d'un coup à son esprit, elle ajouta fébrilement « Non, ce n'est pas possible. »« Non, » m'écriai-je en me jetant à genoux devant le lit et saisissant ses mains. « Non, tu dis vrai. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser mourir devant moi, pour moi, t'assassiner. Je t'en supplie, Charlotte. Ne me demande pas de réaliser ce funeste projet. Quand j'ai laissé ce poison, j'étais fou. Je croyais que tu ne m'aimais pas. Je voulais me tuer. Ah, sincèrement. Mais aujourd'hui que tu m'aimes, que je le sais, que tu t'es donné à moi, non, je ne peux pas, je ne veux pas. Vivons, mon amour. Vivons, consens à vivre. Nous partirons ensemble si tu veux. Nous avons le droit de nous épouser, nous sommes libres. Et si tu ne veux pas, si tu te repens de ces heures d'abandon, eh bien, je souffrirai le martyre, mais je te le jure, ce sera comme si ce n'avait jamais été. Rien de moi ne gênera ta vie, mais t'aider à mourir, te tuer, toi, non, 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 ne me le demande plus. Combien de temps lui parlais-je ainsi, et que lui dis-je encore ? Je ne sais plus. J'épiais sur son visage une émotion douce, une faiblesse de femme, un de ces oui du regard qui démente le non que prononce la bouche. Elle se taisait, les yeux fixés sur moi, et brillant cette fois d'un feu tragique. Elle avait retiré ses mains des miennes, croisé ses bras sur sa poitrine, et tout enveloppée de ses cheveux comme éloignée de moi par une horreur invincible, elle dit, lorsque je m'arrêtais de la supplier, « Ainsi vous ne voulez pas tenir parole ?»« Non !» balbutiai-je. « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne savais pas ce que je disais. » dit-elle avec un cruel dédain sur ses belles lèvres qui tremblaient. « Mais dites-moi donc que vous avez peur. Donnez-moi le poison. Je vous la rends pour vous, cette parole. Je mourrai seul. Mais de m'avoir attiré dans ce piège ainsi, lâche, lâche, lâche. Pourquoi je n'ai pas bondi sous cet outrage ? Pourquoi je n'ai pas pris de moi-même la fiole de poison ? Pourquoi je ne l'ai pas mise sur mes lèvres devant elle en lui disant « Regardez si je suis lâche ». Je ne le comprends pas quand j'y songe, quand je me souviens de l'implacable mépris empreint alors sur ce visage. Il faut croire qu'en effet, à cette minute, j'avais peur, moi, qui maintenant marcherais à l'échafaud sans trembler, moi qui ai le courage de me taire depuis 3 mois en risquant ma tête. Mais c'est que maintenant une idée me soutient, une volonté froidement, intellectuellement conçue, au lieu que durant cette affreuse scène, c'était un désarroi de toutes les forces de mon âme entre mes sensations suraiguës de ces mois derniers et celles de l'heure présente, et m'asseyant sur le tapis où je venais de m'agenouiller, comme si je n'avais plus eu même l'énergie de me tenir debout, je remuai la tête et je dis «
Non, non. Cette fois, ce fut elle qui ne répondit pas. Je la vis ramasser d'un geste ses beaux cheveux qu'elle tordit en nœuds faits à la hâte, assurer ses pieds dans ses mules, s'envelopper de sa robe blanche. Elle chercha des yeux le flacon noir à étiquette rouge, et ne le voyant pas sur la table, elle marcha vers la porte, puis sans même retourner sa tête, elle disparut, après m'avoir lancé de nouveau le mot terrible. « Lâche, lâche !» Je restais là, écroulé devant ce lit, dont le désordre me témoignait seul que je n'avais pas rêvé. Longtemps, longtemps. Soudain, une inquiétude effrayante m'étreignit le cœur. Si Charlotte, une fois rentrée chez elle, exaspérée comme elle était, oui, si Charlotte avait attenté à ses jours. En proie aux affres de cette nouvelle angoisse, j'osais aller à travers le corridor et l'escalier jusqu'à sa chambre. Et là, collant mon oreille contre la porte, j'épiais un bruit, un gémissement, un signe, qui me révéla quel drame se jouait derrière ce mince rempart de bois que j'aurais fait sauter de l'épaule si vite pour lui porter secours. Rien. Je n'entendis rien. Les premières rumeurs du château commençaient de monter des sous-sols. Les gens de service se réveillaient. Je dus rentrer chez moi et je m'habillai. Dès 6 heures, j'étais dans le jardin sous la fenêtre de la jeune fille. Mon imagination en panique me l'avait montré, s'élançant par cette fenêtre et gisant à travers les membres brisés. Je vis ses volets fermés et au bas la plate-bande intacte, avec sa ligne de rosiers où s'épanouissaient les dernières roses frissonnantes et frileuses dans ce demi-jour glacé d'automne. Elle m'avait parlé cette nuit du charme qu'elle goûtait dans ses heures de détresse, et quand elle m'aimait sans me le dire, à s'accouder le soir au-dessus de ce parterre de roses et à respirer l'arôme de ces douces fleurs épars dans la brise. J'en cueillis une au hasard, et sa senteur me fit défaillir. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.